Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 39e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Roche Démon débarque a été diffusé le 10 juillet 2021, on s'en excuse d'ailleurs du retard. Mais il introduit le sommet des rois et débute l'attaque du Kiganjo sur le royaume de Papnica, ainsi que le début de la confection de la nouvelle arme de Dai. Il adapte du chapitre 137 jusqu'aux premières pages du chapitre 140. Il rajoute les pages manquantes du chapitre 134, continuant ainsi donc le volume 15 de l'œuvre. La mise en scène de cet épisode 39 a été confiée à Hideaki Oba, et le storyboard dessiné par Hiroyuki Kaneko. C'est leur 4ème participation à tous les deux sur notre série fétiche. L'épisode n'offrant pas de combat, Oba réutilise les mêmes astuces que sur ses épisodes précédents, ajoutant pas mal de travelling et zoom pour que les plans ne soient pas trop statiques. La direction de l'animation est assurée par Noriyushi Yamasaki, dont c'est également la 4ème participation à ce poste sur notre série. Enfin, pour finir cette partie de staff plutôt légère, le scénario est toujours à l'œuvre de Katsuhiko Chiba, aidé par Yoshiyuki Kaneko. Allez, on a déjà bien assez perdu de temps comme ça, il est enfin temps d'analyser ce 39e épisode qui continue un rythme effréné de cet arc, en adaptant une bonne partie du volume 15. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que le roi de Romos débarque à Papnica avec le navire, qu'il avait prêté précédemment à la coterie de héros. Dans le manga, on pouvait voir le roi tandis qu'il était encore en mer, et le capitaine Nelson était d'ailleurs fidèle à son poste. On apprenait d'ailleurs que le navire avait été équipé en canon, pour aider à combattre l'armée du mal. Dans cette adaptation, le souverain aperçoit Crocodile au loin, et reconnaît celui qui l'avait jadis menacé. Léona lui indique qu'il n'a rien à craindre, et le roi comprend que le roi des Carnassiers a rejoint la troupe de héros. Cette brève interaction est une bonne idée, et ça permet de créer du lien entre les arcs. Dai débarque alors via Allura, pour demander l'autorisation au roi de Romos d'utiliser la tiare du conquérant pour créer sa nouvelle épée, ce qui ne pose évidemment pas de problème. Dans le matériel d'origine, la scène était légèrement différente. En effet, elle nous était racontée par l'intermédiaire de Pop, tandis qu'il était allongé près de la maison de Lundberg. Le pauvre était complètement épuisé, et il expliquait à Mam et Merle qu'il n'avait pas arrêté de la journée, et que Dai le prenait pour un moyen de transport. Ces échanges ont été supprimés, et à la place, Pop demande à Dai de le laisser se reposer un petit peu. Comme on l'avait indiqué dans notre review précédente, l'épisode couvre également l'arrivée des autres rois, et c'est au tour de celui de Ben-Garna de faire son entrée. Courtemaka 7ème du nom, oui le roi de Ben-Garna s'appelle comme ça, et alors, est interprété par Kosei Hirota, que l'on retrouve comme voix officielle de Danny Trejo dans ses films. Il a également interprété le personnage de Nightmare dans certains jeux Soul Calibur, ou encore le personnage de Hack dans One Piece. Il est accompagné de son fidèle bras droit Hakim, qui lui est interprété par Kanehira Yamamoto, que l'on retrouve dans le rôle de Rigurd dans Tensei Shitara Slime d'Ataken, Manabu Naoi dans IQ, ou encore Ilzak et Egbert dans les jeux Langrisser 1 et 2. Dans cette adaptation, on peut le voir sortir de son bateau et un soin particulier a été réalisé pour montrer la différence de taille entre son navire et celui de Romos. Tout comme dans le manga, Léona ne manque pas de remarquer son manque de discrétion. Et oui, le sommet entre souverains était censé être réalisé dans le plus grand secret, c'est assez raté. Dans les planches de base, son arrivée était encore plus grandiloquente et bruyante. En effet, Chu entendait du haut de la chapelle un énorme bruit, et on pouvait voir les tanks de Ben-Garna être positionnés ainsi que des soldats à chevaux. L'arrogance de Wario est bien mise en valeur dans cette adaptation, ainsi que le calme de son général Hakim. En revanche, quelques changements ont été réalisés en ce qui concerne la présence de nos héros. En effet, à l'origine, Mam était présente lorsque le roi était introduit au sein de la chapelle, tandis que Crocodile était à l'extérieur et ne participait pas aux discussions. Ici, la jeune femme est absente, et le roi des Carnassiers profite de la suffisance du souverain étant donné qu'il fanfaronne à l'extérieur de la chapelle. Pendant ce temps, de vieilles connaissances se dirigent également vers Papnica. Et oui, les faux héros sont de retour, mais cette fois-ci, ils sont déterminés à se racheter, et de devenir une vraie coterie. Dans l'œuvre d'origine, le magicien Mazufo se demandait en son fort intérieur combien de temps cela allait durer. Cette réflexion a été supprimée dans cette adaptation. Alors que nos nouveaux héros semblent sûrs de leur décision, le Kiganjo débarque. Le visage de Zulbon est à cette occasion parfaitement repris, et le débarquement est immédiatement annulé. Comme dans le manga, la barque semble soudainement équipée d'un moteur pour accentuer l'effet humoristique de la scène. L'effet de brume autour de Roche Démon reprend plutôt bien les planches de base, notamment lorsqu'un zoom est réalisé sur ce qui lui sert de visage. Toutefois, à la base on pouvait voir davantage les points de cette superstructure, et prendre la mesure de sa taille absolument immense en comparaison de la faible embarcation des faux héros. De retour dans la cabane du forgeron, Pop nous indique que Lundberg observe les mains de Dai. Dans le manga, Pop nous apprenait que cela faisait déjà plus d'une demi-journée que le forgeron examinait notre jeune héros,
tandis qu'ici c'est Mam qui nous l'indique. La temporalité est un élément très difficile à retranscrire dans une adaptation animée. Toutefois, on a beaucoup moins l'impression ici que les héros attendent plus longtemps par rapport au manga. Au-delà de cette information communiquée par Mam, comme nous l'indiquions précédemment, à la base le jeune magicien était affalé par terre et discutait avec Mam et Merle. On avait l'impression qu'il y avait une petite pause, tandis qu'ici la mise en scène ne met pas tellement en avant cette attente. Ainsi on se retrouve très vite dans la cabane de Lundberg sans temps mort. À ce propos, dans les dialogues d'origine, Dai remerciait le forgeron de son aide, mais lui disait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là que le démon expliquait pourquoi il offrait ses services à Dai. Jadis, les êtres et les armes formaient un tout. Chacun se surpassait pour être à la hauteur de l'autre. Mais selon lui, tout ceci est tombé en décrépitude, et il souhaite que Dai lui montre de nouveau cette liaison entre armes et individu. Les visages de notre chevalier dragon et du démon sont beaucoup plus doux dans cette adaptation que dans les planches de base, durant lesquelles le forgeron avait un regard bien plus profond et le petit héros semblait bien plus sérieux. Il en ressort ainsi une ambiance beaucoup plus légère que dans le matériel d'origine. D'ailleurs, à la base, le père de Pop se disait que c'était la première fois qu'il voyait une telle flamme dans le regard de son ami. Le silence reprend ses droits alors que le reste de l'équipe attend patiemment. Puis des coups de marteau retentissent. Lundberg commence enfin à débuter la forge de la nouvelle arme de Dai. Il ne faut donc pas le déranger sous aucun prétexte, et Pop dit à son père qu'il compte sur lui. La réaction du paternel ne se fait pas attendre, et il hurle sur le pauvre magicien, en reprenant fidèlement la planche de base. Cette ambiance légère ne dure malheureusement pas, et Merle se sent mal. D'ailleurs dans le manga, Chu lui propose une herbe médicinale, ce qui n'a pas été repris ici. La jeune femme semble avoir une vision terrifiante, Papnica s'apprête à être dévastée. On y retourne justement à Papnica, avec Crocodile et Hakim, qui se dévisagent tout en gardant l'entrée de la chapelle. Cette scène n'existait pas dans le manga, ça n'apporte rien, mais le dialogue entre ces deux persos a le mérite d'être un peu drôle. S'ensuit alors le sommet des rois, avec Wario qui veut prendre la tête des armées réunifiées. Dans le manga, son dialogue était différent. Le roi de Bengarnan n'avait rien à faire des autres royaumes, le sien arrive à repousser aisément les armées du mal, donc il ne voit pas pourquoi une armée réunifiée serait utile. Le roi de Romos et le général Bowson de Ringaya tentent de lui faire reprendre raison, en indiquant que Bengarnan n'avait pas encore été attaqué avec toutes les forces du mal. C'en est trop pour Wario, son armée est la meilleure du monde et il se la pète sévère sur son navire et ses chars d'assaut. Mais c'est à ce moment bien précis que son bateau explose, et une gigantesque main l'extirpe des eaux du port de Papnica. La double page du manga montrant le Kiganjo porter à une main le bateau était juste fantastique, avec des effets d'ombre et de brouillard qui cachaient une moitié du géant. La réaction des faux héros a été conservée, pour eux, il est clair que Papnica est condamné. C'est sur cette réflexion que le chapitre 137 se terminait. D'ailleurs, la première page du chapitre 138 débutait par une vision du Kiganjo, vue d'une rue du Papnica, et d'une réaction apeurée du capitaine Nelson. Ça n'a pas été conservé, mais c'est pas trop grave. Crocodile reconnaît tout de suite le visage de la citadelle de Roche-Démon, et se souvient de l'hypothèse du BG immortel sur le fait que cette base soit mobile. Le travelling reprenant la page d'origine a bien été adapté, dévoilant la taille du Kiganjo avec brio. Le roi des carnassiers demande alors aux soldats comment ils ont pu louper un truc pareil. Et le manga a encore été bien repris. La mer était recouverte d'une brume épaisse et ils n'ont rien pu voir. Notre bon Croco sait de suite qu'il s'agit de Miss Verne. Les plans présentant le légat des ombres ont tous été repris du manga à la case près, et il se dit qu'Adlar avait vu juste, tous les dirigeants du monde sont bien présents. Et on en vient à un premier passage en 3D du colosse, qui lance un navire sur la ville. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas tant le fait que ce soit moche, mais c'est assez mou, surtout le bateau qui arrive au premier plan pour exploser. La fumée de l'explosion se dissipe montrant le visage machiavélique de la forteresse. À la grande chapelle, tous les dirigeants présents sont sidérés du spectacle. Le roi de Bengarna n'a pas dit son dernier mot, et ordonne à Hakim d'attaquer le géant avec sa division de blindés. Le roi de Romos le conjure de ne rien faire, mais Wario n'écoute toujours rien. Le plan du général Hakim à cheval avec son armée a bien été adapté, et Crocodile tente de les arrêter. Leur attaque sera vaine, c'est le quartier général de l'armée du mal. Mais Hakim a reçu un ordre de son roi, et il compte bien le respecter même si cela ne sert à rien. Le roi des carnassiers est touché par la logorée du soldat, et a du respect pour lui et ses principes. C'est alors que son meilleur brother Baduk arrive avec un coffre plus grand que lui, et l'ouvre. La hache du vent améliorée est dévoilée. Baduk a récupéré le joyau central de sa hache défoncée par Baran, et l'a reforgé avec du métal de Papnica. Crocodile est ravi, et le remercie, il va avoir la force de 100 hommes maintenant. Le vieil homme lui répond plutôt que 1000, il a l'air bien sûr sur ce coup-là. Notre bon Croco fonce alors la tête baissée en direction de la bataille. On retourne encore du côté de la forge. Merle s'excuse de ne pas pouvoir montrer une image nette de ce qui se passe à Papnica grâce à sa boule de cristal. Pas besoin d'avoir de la 4K pour comprendre ce qui arrive.
Dai veut foncer à Papnica, mais Lon le stoppe sur le champ. L'épée qu'il est en train de forger sera pour Dai et uniquement Dai. Elle prendra vie en ce monde pour lui. Il doit donc rester sur place pour que l'âme de l'arme résonne avec celui de son maître, et il pourra enfin libérer son pouvoir. Dai doit donc assister à sa naissance. Le plan rapproché de Lundberg sur ses yeux est vraiment incroyable, sans conteste la plus grande réussite de cet épisode. Mam et Junk sont impressionnés par les capacités du forgeron. C'est Pop qui prend les devants en disant à Dai de rester sur place, le temps que l'épée soit finie. Eux vont aller sur place et faire leur possible pour limiter les dégâts. Le père du magicien est étonné de voir son fils aussi mature. Le petit héros reprend alors foi en ses compagnons grâce à Pop, et décide de rester. La bataille débute donc à Papnica, avec les chars d'assaut de Bengarna qui tirent sur la citadelle de Roche-Démon. Mistburn posait tranquillement dans un petit sombre idiot. Et oui, que pourrait bien faire quelques boulets de canon face à un géant de pierre aussi grand qu'une montagne? Sur la mer, le capitaine Nelson tire aussi des coups de canon depuis son navire. Crocodile en chemin est impressionné de cette attaque, il n'avait jamais rien vu de tel. Dans le manga, on voyait Wario exulter à ce moment-là, avec les autres dirigeants soucieux du résultat. Cette scène a été déplacée un petit peu plus loin dans l'épisode. On repasse encore du côté de nos héros, avec un petit moment de réflexion pour Pop qui a la pétoche. Chiu s'en rend compte et fait même remarquer qu'il transpire de peur. Le père du magicien n'est absolument pas étonné de voir son fils comme cela, mais Mam rassure tout le monde. C'est alors que Pop reprend ses esprits et dit à son paternel d'essayer de se rendre utile pour Lon. La planche du manga où Junk hurle sur son fils de ne pas être un boulet est reprise à la perfection et lui demande de protéger tout le monde au péril de sa vie. Pop acquiesce, prend tout son petit monde dans ses bras et part à l'aide du sort Lura. L'anime prend même le luxe de reprendre quelques planches de la discussion entre Junk et Steen sur le fait que leur fils a énormément grandi. Et il remercie Avan d'en avoir fait quelqu'un sur qui on peut compter. On revient encore une fois sur le champ de bataille, Wario se marre encore, le Kiganjo coule sous les attaques, et des blocs de pierre tombent, tout comme nos héros qui atterrissent dans la chapelle. Le magicien demande alors sans attendre où est le géant. Leona répond au port, mais se demande quand même où est Dai. Pop lui dit qu'il va bientôt revenir avec l'épée la plus puissante du monde. Et Wario de Bengarna se marre encore plus. Ses blindés vont bientôt en finir avec la forteresse. Merle lui répond que ça ne sert à rien, mais pour lui c'est clair qu'ils vont gagner, il y a des cailloux qui tombent. Merle, grâce à ses pouvoirs, sent que l'énergie du géant augmente au lieu de baisser. C'est alors que les coups de feu stoppent. Tous ceux sur le champ de bataille ont le souffle coupé. La fumée se dissipe et laisse entrevoir les canons braqués sur eux. Crocodile a alors le réflexe de protéger Hakim, et des lasers partent dans toutes les directions pour détruire les chars. Une main géante se lève dans le brouillard. Le capitaine Nelson et ses marins sentent que ça va barder, et fuient le navire qui vient d'être coupé en deux d'un seul coup. Hakim se réveille et voit le roi des Carnassiers avec le dos en feu. Bon, pour une fois que c'est pas une épée dans le bide, on va pas se plaindre, c'était pas dans le manga. La fumée se dissipe petit à petit, laissant apercevoir un château à la place de la roche. Et on en arrive à la scène la moins réussie de l'épisode, et comme d'habitude à cause de la CGI. La double page du manga qui concluait le chapitre 139 était somptueuse. C'est vraiment dommage d'avoir utilisé de la CGI pour nous présenter la véritable apparence du Kiganjo. Mistburn, toujours aux commandes du Megazord, s'adresse à tout le monde et se présente. Pop dit à haute voix qu'il va les menacer de les tuer s'ils ne se rendent pas, mais tout le monde est pris de stupeur quand l'éminence grise ne dit qu'un mot. Mourez. L'épisode se termine alors sur la déclaration de Mistburn. Tout Papnica et les personnes qui y sont vont mourir. Cet épisode qui débute l'attaque de Papnica par Mistburn était très attendu. En effet, il présente de nouveaux personnages avec le roi de Bengarna et son bras droit Hakim. Mais surtout montre bien à quel point ce roi a confiance en ses forces, et cela cet épisode l'a bien montré. Lundberg a été aussi bien mis en avant, son personnage est bien plus respecté dans ce 39e épisode que durant le précédent. On aurait pu croire que cette adaptation allait aussi les oublier, mais les parents de Pop ont aussi eu droit à leur scène, ce qui fait grandement plaisir. Takehito Koyasu dans son rôle de Mistburn lui va à la perfection. Sa voix calme et posée tranche radicalement avec les termes forts qu'il emploie. C'est une excellente réussite. Mais sans aucun doute, la grande star de cet épisode fut le Kiganjo. Son introduction avec les faux héros est fidèle aux planches d'origine, mais on regrette malgré tout la scène où sa véritable apparence est révélée. Si la modélisation 3D reste tout à fait correcte, c'est regrettable que cela soit pas dessiné à la main. L'utilisation de la 3D est logique, puisqu'aujourd'hui plus grand monde est capable d'animer d'immenses choses à la main. C'est surtout aussi un formidable gain de temps au niveau de la production, puisqu'il suffit de modéliser en une seule fois, et il faut bien se l'avouer, les équipes de la CGI de la Toei ont besoin d'un peu de motivation.
En somme, un épisode tout à fait convenable qui va à l'essentiel du matériel d'origine et qui rajoute quelques petites scènes pour ajouter de la cohérence au récit. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-le nous dans les commentaires. Cette 39e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à très vite, c'est promis.